Bienvenue à tous dans cette nouvelle série et comme à chaque fois, nous allons faire la correction ensemble. Allez, c'est parti pour la question 1. Dans un virage sans visibilité, je serre le bord droit de la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans ce virage-là, on voit que c'est un virage qui est assez serré, la route n'est pas très large, d'accord, et vous n'avez pas de visibilité en face. C'est pourquoi ils vous ont mis d'ailleurs qu'on était limité à 50 km/h, et ça pendant 50 mètres. Donc c'est à partir de ce panneau et pendant 50 mètres, puisque c'est un panneau d'obligation, ça agit tout de suite. Donc à partir du panneau pendant 50 mètres. Voilà, donc comme il n'y a pas de visibilité, évidemment il va falloir serrer un petit peu à droite, parce que s'il y a un autre véhicule qui arrive en face, il va nous voir aussi au dernier moment, comme nous on va le voir au dernier moment, et on n'aura pas le temps de se serrer trop à droite, donc il faut le faire avant, donc je me serre à droite. Et puis je vais aussi ralentir, pour deux choses, parce que déjà le virage est assez serré, donc ça va me permettre de maîtriser plus facilement la trajectoire de ma voiture, d'accord ? Et d'éventuellement pouvoir m'arrêter s'il n'y a pas assez de place avec le véhicule d'en face ou si je découvre un obstacle de l'autre côté. D'accord ? Donc ici, c'était est-ce que je serre le bord droit de la chaussée ? Oui, réponse A. Est-ce que je ralentis ? Oui, réponse C. Donc A et C. Question 2. La réglementation autorise le dépassement d'un chargement à l'avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut savoir que si vous avez un véhicule, je vous le dessine. Vous avez un véhicule qui est là, d'accord ? Et puis ça, c'est le devant du véhicule. On va considérer que c'est le devant de la voiture. Eh bien, vous n'avez pas le droit de dépasser, ça c'est la limite à ne pas dépasser, vous n'avez pas le droit de dépasser le devant de la voiture. Ça, c'est interdit. Donc sur le devant, interdit, d'accord ? Sur le derrière, vous avez le droit de dépasser au maximum, là c'est le maxi, jusqu'à 3 mètres maximum. D'accord ? Et puis, il y a une signalisation particulière, c'est que à partir de 1 mètre, là, si vous dépassez de 1 mètre, si vous dépassez ici de 1 mètre, il va falloir le signaler. Obligatoirement avec un dispositif réfléchissant, d'accord, et même un feu rouge qu'on rajoute la nuit, d'accord. Donc interdit de dépasser à l'avant, ça notez-le, à savoir par cœur, il ne faut pas hésiter. Et ensuite, j'ai droit jusqu'à 3 mètres à l'arrière, et si je dépasse les 1 mètre, je dois mettre une signalisation particulière. Donc la question était, est-ce que la réglementation autorise le dépassement d'un chargement à l'avant ? Eh bien non, réponse B. À l'arrière, eh bien oui, là c'était autorisé, donc réponse C. Donc là c'était B et C. Question 3. En marche normale, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer ici ? On voit qu'on est sur une route à sens unique, il y a même une rambarde, des voitures en face, une bande blanche qu'on voit sur le côté ici, donc ça nous signale bien qu'on est en sens unique. On est sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central, et donc une route à accès rapide. On voit qu'ici ça monte, d'accord, et on constate que là les pointillés sont pas habituels, d'accord, ils sont rapprochés et larges. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est sur une voie à véhicule lent,
D'accord? Donc ici, c'est une voie à véhicule lent. Et là, il y a une réglementation qui est particulière pour les voies à véhicule lent, c'est que elle est réservée aux véhicules qui ne peuvent pas dépasser les 60 km/h. D'accord? Alors quand je dis 60, on ne peut pas dépasser les 60 km/h, ça veut dire que si je roule à 60 km/h, eh bien, je suis encore concernée par cette voie-là. D'accord? À 61 km/h, normalement, je dois aller à côté. Ok? Attention, hein, on n'a pas le droit de nous l'utiliser si on est en marche normale. Là, c'est quel cas, hein. En marche normale, ça veut dire que je ne dépasse pas et que je roule à une allure normale. Ça veut dire ça en marche normale. Je ne dépasse pas et je roule à allure normale. Donc, comme je roule à allure normale, je n'ai pas à rouler dans cette voie-là. D'accord? Attention, vous risquez une amende de 35 euros, hein, une amende forfaitaire, hein, deuxième classe, si vous roulez là-dessus, alors que c'est pas justifié, c'est-à-dire que vous roulez au-dessus des 60 km/h. Ok? Donc là, en marche normale, est-ce que je suis bien placée? Bah oui, puisque je n'ai pas à circuler. Je n'ai pas à circuler dans cette voie-là. Ma voie la plus à droite, je dois utiliser la voie la plus à droite. Et bien, ma voie la plus à droite, c'est bien celle-ci. Donc c'était réponse A. Question 4. Je reste où je suis? Réponse A. Ou je m'écarte? Réponse B. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez voir? On voit que il y a de la neige, hein, c'est tout blanc partout. Et il y a un piéton. Il nous regarde. D'accord? Il nous regarde. Mais il peut très bien décider de reculer un petit peu, par exemple, pour fermer sa portière. Ça peut être une explication en se disant, moi c'est bon, il m'a vu, moi je vais faire ce que j'ai à faire. Cette personne-là, elle peut très bien glisser et tomber sur la route. Et moi, en plus de ça, là, je vais avoir du mal à freiner et à m'arrêter rapidement, puisque ça va être glissant, vous en doutez bien, hein, quand on voit l'état du sol, on se dit bien que c'est glissant. En plus de ça, donc non seulement il y a la dame qui est là, et derrière, ben, vous avez vu, il y a une voiture qui est en train de sortir. Hein, elle a bien avancé son devant déjà. Donc c'est un deuxième danger supplémentaire. Donc là, il vaut mieux s'écarter au cas où, pour éviter tout accident. Donc je vais m'écarter, mais je vais aussi ralentir. On ne vous pose pas la question sur cette diapo-là, mais si on avait à vous la poser, il faudrait ralentir aussi. D'accord? Donc en aucun cas je reste où je suis, je vais m'écarter un petit peu pour augmenter mes distances de sécurité. Donc réponse B. Question 5. La meilleure chose à faire est de klaxonner, réponse A, de faire des appels de phare, réponse B, de freiner et serrer à droite, réponse C. Alors, on remarque que la route est étroite et que ce camion-là, eh bien, regardez bien ici, hein, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il empiète sur ma voie. Donc, il me reste pas beaucoup là, il me reste pas beaucoup en largeur, hein, d'accord? Donc, je vais pas avoir beaucoup de place pour passer. Alors, si je klaxonne, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, lui, il m'entendra pas, il est devant moi, il m'entendra pas. Si je fais un appel de phare, bah, vous avez vu, en fait, le problème, c'est pas que il empiète sur ma voie volontairement, c'est qu'il est beaucoup plus large que sa voie. Vous avez vu la largeur du camion par rapport au marquage au sol et par rapport à la largeur de sa voie? Donc, en fait, on peut pas faire grand-chose dans cette situation. Et puis, même un appel de phare, la distance, elle est tellement petite entre moi et lui que le temps qui se sert, ça sera trop dangereux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais freiner et serrer à droite. C'est la meilleure solution à faire. D'accord? Donc là, c'est réponse C. Question 6. Lorsque je m'installe au volant, je dois régler en premier mes rétroviseurs, réponse A, mon volant, réponse B, mon siège, réponse C, ma ceinture de sécurité, réponse D.
Alors, comment je m'installe au volant? Dans un premier temps, il faut d'abord régler au niveau de votre siège. Ça, c'est le premier à régler, d'accord? C'est votre siège. Alors, comment vous réglez par rapport à votre siège? Vous réglez par rapport à vos jambes. C'est-à-dire que vous devez pouvoir appuyer sur la pédale d'embrayage, la pédale la plus à gauche, hein. Vous devez pouvoir appuyer sur la pédale d'embrayage sans avoir la jambe tendue ni trop pliée, d'accord? Donc, vous savez, il y a une petite manette en dessous du siège. Vous la soulevez et puis vous faites glisser votre siège. Ok? Ensuite, vous allez régler vos bras. Donc, ça sera ça sera par rapport à votre volant, d'accord? Alors, vous allez rester adossé à votre siège et puis vous allez tendre les bras au-dessus du volant. Donc, il faut que vous regardiez sur une petite photo, hein, mais vous ne devez pas avoir les bras qui dépassent trop au-dessus du volant, ni avoir les bras trop pliés, d'accord? À savoir que vous pouvez aussi régler la profondeur du volant et la hauteur du volant. Maintenant, sur les nouvelles voitures, ça se fait à chaque fois. Ça, c'est génial d'ailleurs pour les très grands. Ensuite, une fois que vous avez réglé le siège et que vous avez réglé donc vos jambes et au niveau des bras, eh bien, vous allez régler les rétroviseurs. D'accord? Alors, les rétroviseurs, il faut les régler, mais il faut surtout pas se pencher au moment où vous les réglez. Hein, d'accord? Il faut rester bien droit comme si vous conduisiez pour régler vos rétroviseurs. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez régler votre ceinture de sécurité. C'est-à-dire que vous l'enclenchez, mais elle ne doit pas être vrillée non plus. Hein. Donc vous devez la mettre correctement, votre ceinture. Donc si on regarde bien par rapport au siège, hein, le siège qui est là, et puis vous êtes ici, là, installé là. Hein. Je simplifie, hein, d'accord, hein, vous m'excuserez, hein, mais voilà, vous êtes ici. Eh bien, il y a une méthode à faire. C'est que vous commencez par le bas et vous finissez par le haut. Ok? Alors, vous commencez d'abord par régler les jambes. Donc ça, c'est en 1, d'accord? Ensuite, vous allez régler en 2 votre volant. En 3, l'appui-tête, mais là, il ne vous le propose pas, hein, d'accord? En 3, l'appui-tête. Et en 4, le rétroviseur. Ok? Donc, plus ça vient, plus vous montez. Donc, les jambes, les bras, votre appui-tête, le rétroviseur. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous mettez votre ceinture en dernier. Et vous savez pourquoi on met la ceinture en dernier? C'est parce que tout simplement, si vous avez votre ceinture, là, vous avez votre ceinture, clac, donc vous êtes bien serré au siège. Vous mettez votre ceinture en premier. Comment vous faites après pour avancer votre siège? Parce que là, vous êtes coincé, la ceinture, elle ne va pas se desserrer comme ça. D'accord? Donc après, vous ne pouvez plus trop manipuler votre siège. Donc on met la ceinture, celle-ci, en dernier. Donc jambes, bras, tête, rétro. Ok? On monte fur et à mesure. Jambes, bras, tête, rétro, ceinture. À apprendre par cœur. Donc là, lorsque je m'installe au volant, je dois régler en premier. Et bien là, c'était la réponse C, mon siège. Question 7. L'utilisation d'une pince pour réduire la tension de la ceinture de sécurité est sans danger en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la pince? Quand vous mettez la pince, alors là, je vous dessine le siège, d'accord? Vous êtes assis dessus, sur votre siège, vous êtes en train de conduire, d'accord? Et vous avez votre ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité qui vous attache là. Et puis, si vous mettez une petite pince, là, la ceinture de sécurité, elle sera un peu plus libre, elle sera détendue. Et du coup, elle ne va pas jouer son rôle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident? Eh bien, quand il y a un accident, vous savez, vous avez le prétentionneur, c'est-à-dire que là où on l'accroche, là, le petit crochet qui est en bas, là où on accroche, il va se tendre. Ça s'appelle le prétentionnaire de ceinture. Ce qui veut dire que votre ceinture qui est là, comme ça, normalement, hein, votre ceinture, quand elle est attachée là, voilà, ça va se tirer ici à ce niveau-là, et puis ça va vous serrer au niveau du bassin. Comme ça, vous n'allez pas bouger, donc ça va bien vous plaquer contre le siège ici. Ça va bien vous plaquer. Et puis ensuite, votre corps, lui, il va s'incliner un petit peu, de 10, 15, 20 cm vers l'avant. Et là, la ceinture, elle va vous retenir. Elle va vous bloquer ici. Et ça vous évite, ça vous laisse assez de distance par rapport à votre volant, par exemple. Hein. Votre tête, là, elle n'est pas trop proche ici. Hein. Il y a de l'espace entre les deux. D'accord? Si vous mettez ça, la petite pince,
Et ben du coup, comme c'est un petit peu détendu, ça va pas vous arrêter à cette distance-là, d'accord? Parce qu'elle est un peu détendue. Et ben ça va s'arrêter un peu plus tard. Donc du coup, votre tête, elle va être où? Bah, tout près de votre volant, par exemple. Hein, tout près de votre volant. Ou alors, les montants de voiture. Vous savez, les montants, hein, sur les côtés, les pare-brises, tout ça, ou les montants, vous allez tout taper. Et puis, bah, du coup, la ceinture de sécurité, elle ne vous servira à rien. Ok? Donc, il faut absolument ne pas mettre ce genre de choses. C'est dangereux parce que vous pouvez être assommé sur votre volant ou sur votre ceinture. Donc l'utilisation d'une pince pour réduire la tension de la ceinture de sécurité est dangereuse. Donc là, c'était réponse B. La principale cause d'usure au centre de la bande de roulement de ce pneu est un défaut de parallélisme, réponse A, le surgonflage, réponse B, le sous-gonflage, réponse C. Alors vous voyez quand c'est usé là, hein, c'est cette zone-là qui est usée ici, à cet endroit-là. Hein. Là sur les côtés, on revoit les stries pour l'évacuation de l'eau, et ici on voit plus rien. Donc quand c'est usé ici, c'est parce que le pneu il est un peu trop gonflé. Au lieu d'être plat, de se terminer plat comme ça, ok, et ben là il est trop gonflé ici dans cette zone-là, et donc ça va user beaucoup cette zone-là qui va être en contact avec le sol. Donc là, ici, la principale cause d'usure au centre de la bande, c'est le surgonflage. Donc réponse B. En conduisant, je suis en infraction à partir d'un taux d'alcoolémie de 0,2 mg d'alcool par litre d'air expiré. Réponse A. 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Réponse B. 0,2 g d'alcool par litre de sang. Réponse C. 0,5 g d'alcool par litre de sang. Réponse D. Alors ça, si vous ne le savez pas, vous le notez, vous vous faites une petite fiche. D'ailleurs, on en reparlera juste après des petites fiches. Vous vous faites une petite fiche pour noter ça. Donc, à savoir que vous avez le droit au maximum à 0,25 mg par litre, d'accord, d'air expiré. Et ça, c'est la même chose, c'est pareil, d'accord, que de conduire avec 0,5 grammes d'alcool, d'accord, donc par litre de sang là, donc litre mais de sang, d'accord. Ça, à savoir par cœur, vous le notez. Et vous êtes en infraction à partir de cette limite-là. Si vous êtes en période probatoire, ben ça diminue. Là, en période probatoire, ça passe ici à 0,10. D'accord? Ça passe à 0,10 et ici, ça passe à 0,2. Donc là, c'était réponse B et D. Ok? Ça, notez-le hein, sur une petite fiche, vous le faites par cœur. Ok? D'ailleurs, à ce propos, je vous propose une petite méthode concernant votre progression au niveau du code de la route. Si tu as des difficultés de progression, tu trouves que tu fais trop de fautes, tu doutes de trop parce que tu manques de confiance en toi, ou que tu refais trop souvent les mêmes erreurs, ben, je t'ai fait une formation gratuite, hein, c'est pour vous, pour un petit plus, en plus des formations YouTube que je vous propose. Et ben je vous ai fait une petite formation gratuite où je vous donne des conseils pour savoir comment bien progresser et éviter de passer une centaine d'heures de séries d'entraînement de code de la route pour rien. L'objectif, c'est de travailler vraiment ce dont vous avez besoin de travailler, de pouvoir cibler votre travail. Et je vous apporte par la même occasion une petite méthode de travail pour pouvoir retenir
tout ce qu'il y a à retenir. Voilà, alors n'hésitez pas à profiter de cette formation, je vous la montre un petit peu, vous voyez, il y a des petites vidéos avec des documents imprimés, avec des explications en dessous, et puis après j'ai plein d'autres petites vidéos où je vous explique comment faire, voilà. Donc n'hésitez pas à aller dessus, c'est gratuit, c'est pour vous, il y a juste à vous inscrire et je vous envoie la formation gratuitement. Pour stationner sur cet emplacement, je dois payer. Oui, réponse A. Non, réponse B. À poser un disque de stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, il y a plein de choses qui nous informent que nous sommes dans un stationnement géré avec une zone bleue, hein, un stationnement à zone bleue. Alors, qu'est-ce qui nous informe de ça? Ce petit symbole ici est là, d'accord, qui nous dit que nous sommes en zone bleue, et le marquage au sol qui est également bleu, d'accord? Donc ça veut dire que nous sommes en zone bleue. Qu'est-ce que ça veut dire la zone bleue? Ça veut dire que c'est gratuit et que c'est limité dans le temps. Ça veut dire on ne peut pas stationner toute la journée ici. Ok? Comment ça fonctionne? On met notre heure d'arrivée ici. Ok? Et ensuite, on saura combien de temps on a le droit de stationner. En règle générale, c'est 1h30. Hein, certaines villes qui mettent un petit peu différemment, mais la règle c'est 1h30. Donc je peux stationner pendant 1h30. Donc vous apposez ce petit document là, vous le mettez sur votre tableau de bord de manière à ce que ce soit visible par la police au moment de la vérification. Comme ça, eux ils vont regarder votre heure d'arrivée, ils vont regarder l'heure qu'il est actuellement au moment où ils font le contrôle, et ils vont voir si vous respectez les 1h30 de stationnement autorisé. D'accord? Mais c'est gratuit. Donc pour stationner sur cet emplacement, est-ce que je dois payer? Non, réponse B. Est-ce que je dois apposer un disque de stationnement? Oui, réponse C. Alors une petite question en plus, si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire d'avoir ce document-là exactement, vous pouvez prendre une feuille blanche, vous notez votre heure d'arrivée, vous rajoutez l'heure de départ 1h30 après, d'accord? Et vous la posez sur votre tableau de bord. Ce qui est important, c'est que vous écriviez heure d'arrivée et que vous notiez l'heure à côté, d'accord? Là, ils ont besoin de savoir à quel moment vous êtes garé. Donc là, c'était réponse B et C. Question 11. Malgré ma faible allure, je continue à observer autour de moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste serré à droite dans ma voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc en effet, on voit qu'il y a beaucoup de circulation. On voit sur mon compteur que je roule à allure lente, hein, parce qu'il y a beaucoup de trafic. Même si je roule à allure lente, d'accord, il faut quand même regarder autour de soi. Ça, c'est important. Pourquoi? Pour voir, par exemple, si un véhicule veut changer de voie. Hein. Pour voir aussi s'il y a des véhicules d'intervention, comme les pompiers, par exemple, qui veulent passer. Hein. Donc il faut que je regarde, par exemple, dans mes rétroviseurs ou autour de moi. Ici, lorsqu'on regarde dans les rétroviseurs, qu'est-ce qu'on aperçoit? Eh bien, on aperçoit un motard, là, qui est en train de circuler entre les fils. Alors, vous allez tout de suite me dire, hop, 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 c'est pas autorisé. Bon, alors, dans un premier temps, maintenant, il y a une nouvelle réglementation depuis le 2 août, par décret, hein, c'est seulement autorisé dans 21 départements. Et en fait, c'est une expérience qu'ils sont en train de faire. Hein, d'accord? Donc, c'est dans 21 départements. Eh ben, ils ont le droit de circuler entre deux fils. C'est une expérimentation qui est faite, d'accord? Alors attention, hein, ils peuvent passer entre les fils, mais sous certaines conditions, d'accord? Il faut qu'ils soient sur l'autoroute ou sur une route à deux chaussées séparées par interplein central, avec au moins 2 voies hein, dans sa voie, dans son axe de circulation, d'accord? Et puis, il est tenu d'avertir les autres usagers avant de se faufiler entre les fils. L'espace, évidemment, doit être suffisant hein, pour pouvoir passer ici entre deux voitures.
d'accord? Et la vitesse du deux roues, elle ne doit pas dépasser plus de 30 km/h la vitesse des autres voitures, d'accord? Donc il peut aller un peu plus vite que vous, mais pas dépasser les 30 km/h, d'accord? Et il ne doit pas non plus dépasser les 50 km/h, ok? Alors, c'est pas parce que vous êtes dans un département où il n'a pas le droit de faire de l'interfile, d'accord, que vous n'allez pas serrer votre droite. Entre la sécurité et la réglementation, ça va toujours être, mais j'insiste là-dessus, hein, c'est toujours la sécurité qui prime, d'accord? Ça, là-dessus, sécurité, sécurité, sécurité. J'insiste. Donc malgré ma faible allure, je continue à observer autour de moi. Eh bien oui, hein, on a dit pour les motards, pour les véhicules d'intervention, pour si un véhicule veut changer de voie. Est-ce que je reste serré à droite dans ma voie? Oui aussi. Hein, plus on aura de l'espace entre le motard qui va passer et moi, moins il y aura de risques. D'accord? C'est la sécurité qui prime. Donc là, c'était réponse A et C. Question 12. L'obtention du permis B permet de conduire une voiture à boîte automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une voiture à boîte manuelle. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le permis B autorise la conduite d'un véhicule qui ne comporte pas plus de 9 places, c'est-à-dire conducteur compris. Donc, vous avez droit finalement à 8 passagers. D'accord? Ensuite, avec un PTAC qui ne dépasse pas 3,5 tonnes. Avec le permis B, ça vous autorise à conduire aussi bien la boîte automatique que la boîte manuelle. D'accord? Vous pouvez conduire les deux. Pourquoi? Parce que la boîte automatique, c'est plus facile à conduire que la boîte manuelle. Donc, si vous êtes capable de conduire une boîte manuelle, vous pourrez conduire une boîte automatique. Par contre, ceux qui passent le permis B, d'accord, mais en véhicule automatique. Donc, ça s'appelle là le permis BEA. D'accord? Et bien ces gens-là ne pourront conduire que une boîte automatique, sauf si ils suivent ensuite une formation de 7 heures en auto-école. Et suite à cette formation-là, ils pourront conduire aussi une boîte manuelle. D'accord? Donc là, c'était réponse A et C. Question 13. Le champ visuel d'un conducteur est d'environ 180 degrés à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. 60 degrés à 80 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc je vous confirme, hein, à l'arrêt, le champ visuel, il est bien de 180 degrés. D'accord? Et plus on roule, plus votre champ visuel va se rétrécir. Pourquoi? Parce que plus la vitesse augmente, plus le conducteur doit porter son regard loin, d'accord? Et parce qu'avec la vitesse de défilement, eh ben, les images sur les côtés, là, eh ben, elles s'accélèrent. Donc on est incapable de capter réellement correctement les images qui sont sur les côtés. Le cerveau, lui, il doit faire un tri. En fait, il ne peut pas gérer le défilement trop rapide sur les côtés et ce qui se passe au loin. Donc, on va faire un tri, on va voir ce qui se passe au loin. Et plus vous allez rouler vite, plus le champ visuel ici va se rétrécir. D'accord? Là, il est bien en effet de 60 degrés à 80 km/h et il va se réduire encore de moitié, donc 30 degrés quand vous serez à 130 km/h. D'accord? Voilà. Donc ces chiffres-là, ils sont à retenir. Hein, d'accord? Donc ici, bah, c'était réponse A et C, parce que les deux propositions étaient bonnes. Réponse A et C. Question 14. Lors du contrôle technique, le niveau de pollution de mon véhicule est mesuré. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Lors d'une visite au contrôle technique, hein, le niveau de pollution, il est vraiment mesuré, d'accord? Et si vous avez une pollution excessive, c'est-à-dire qui est au-dessus de la norme acceptée, parce qu'il y a une certaine norme qu'on ne doit pas dépasser, et bien là, ça entraîne une contre-visite. Donc c'était réponse A. Question 15. La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 100 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Alors, quand on observe cette photo-là, on voit ici qu'on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central, hein. On voit ici le terre-plein, et donc c'est séparé, et on a une confirmation avec une bande blanche. Donc, on est sur une route à l'axe rapide. Ensuite, soit on est sur une route pour automobile, où la limitation maximum est de 110 km/h, soit on est sur l'autoroute, où la limitation maximum est de 130 km/h, parce que vous voyez là, ici, sur la photo, il fait beau. Qu'est-ce qui nous dit qu'on est sur l'autoroute? C'est le panneau bleu. Quand vous avez un aire de repos qui est de couleur bleue, c'est que vous êtes forcément sur l'autoroute. D'accord? Ça, à savoir par cœur, hein. Vous faites une petite fiche aussi à mettre dans les révisions pour savoir. Hein, d'accord? À savoir que le 90 km/h aussi ne nous concerne pas. On ne me dit pas que je sors, donc je ne suis pas concernée par ce panneau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un panonceau avec une flèche qui dit qu'en fait, ceux qui veulent prendre l'air de repos, là, doivent rentrer à 90 km/h dans la voie. Ce n'est pas mon cas, donc moi je respecte la vitesse maximale autorisée sur autoroute qui est de 130 km/h. Donc là, c'était réponse D. Question 16. Avant de conduire mon véhicule, je dois obligatoirement avoir avec moi mon permis de conduire, réponse A, ma carte d'identité, réponse B, mon certificat d'immatriculation, réponse C, mon attestation d'assurance, réponse D. Donc pareil, là, par rapport à la formation que je vous ai proposée, si vous avez fait des erreurs là-dessus, vous faites une petite fiche à mettre dans à réviser pour ne pas faire d'erreur là-dessus, parce que c'est une chose importante à savoir. D'accord? Alors, les documents obligatoires, c'est quoi? Eh bien, c'est le permis de conduire. D'accord? D'ailleurs, c'est aussi considéré comme une pièce d'identité, hein. Donc la carte d'identité, elle, ici, là, n'est pas indispensable. Le permis de conduire suffit. Ensuite, il faut le certificat d'immatriculation, que vous appelez plus généralement la carte grise, mais le vrai terme c'est certificat d'immatriculation. Ceux qui ne l'ont pas appris non plus, retenez-le ça, parce qu'il faut que vous soyez à l'aise avec ce terme-là. Il faut aussi la vignette du contrôle technique, d'accord? Sauf si la voiture est neuve. Dans ce cas-là, il n'y a pas de contrôle technique. Mais si vous devez passer le contrôle technique, vous devez l'avoir obligatoirement à poser sur votre pare-brise. Et vous devez aussi avoir le certificat d'assurance, hein, sur le pare-brise avec l'attestation d'assurance que vous devez aussi avoir avec vous obligatoirement. D'accord? Alors, l'oubli du permis de conduire, hein, ou du certificat d'immatriculation, par exemple, c'est sanctionnable d'une contravention de première classe. D'accord? Et dans ce cas-là, il faut présenter les documents dans les 5 jours au commissariat, ou à la gendarmerie aussi, hein, c'est possible, hein, le commissariat ou gendarmerie de votre choix d'ailleurs. Et sinon, vous risquez, si vous ne le faites pas dans les 5 jours, vous risquez une nouvelle amende, cette fois-ci de 4e classe. Voilà, donc là c'était réponse A, permis de conduire obligatoire. Ensuite, C, certificat d'immatriculation obligatoire. Et l'attestation d'assurance aussi. Donc A, C et D. Question 17. Je suis en panne, je laisse allumer. Les feux de position. Réponse A. Les feux de route. Réponse B. J'allume les feux de détresse. Réponse C.
Alors vous avez vu, en fait, on est en panne ici, manifestement sur l'autoroute certainement, ou sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Donc dans ces cas-là, vous êtes immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence ici. Donc le mieux, c'est de quitter ma voiture et de me réfugier de l'autre côté du rail de sécurité. Ça, c'est important, d'accord? En attendant le dépanneur, pour vous mettre en sécurité. Mais avant, n'oubliez surtout pas de mettre votre gilet réfléchissant, là. Vous savez, le gilet haute visibilité, d'accord? Ou gilet jaune ou orange. Voilà. Mais avant de quitter votre voiture, c'est important que les autres véhicules puissent voir que vous avez un problème pour pas vous rentrer dedans. Surtout que l'arrêt sur une bande d'arrêt d'urgence, c'est dangereux. La durée de vie, on estime souvent que la durée de vie, elle est entre 10 et 20 minutes sur une bande d'arrêt d'urgence. Voilà, donc ça, c'est des statistiques qui ont été données par les sociétés d'autoroutes. Donc c'est dangereux. Donc n'oubliez surtout pas de mettre vos feux de détresse, d'accord? Et vous laissez aussi des feux de position pour que votre véhicule quand même soit aussi bien visible, particulièrement à l'arrière. Comme ça, vous avez les feux rouges qui s'allument à l'arrière. Ok? Donc là, c'était réponse A pour les feux de position et C pour les feux de détresse. A et C. Question 18. Dans cette zone de rencontre, tout type d'usager est autorisé à circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne pour que les piétons s'écartent sur le trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc c'est pareil ça, si vous ne savez pas, c'est une petite fiche qui est facile à faire. Vous mettez zone de rencontre. Dans les zones de rencontre, tout type d'usager peut y circuler, d'accord? Il peut y avoir des piétons, ils ne sont pas obligés d'utiliser les trottoirs, ils peuvent circuler où ils veulent. Les cyclistes peuvent aussi arriver en contresens de circulation, il n'y a pas de souci par rapport à ça. En fait, ici, c'est une priorité aux usagers fragiles, d'accord? Donc je n'ai donc pas à klaxonner non plus. Donc la vitesse dans ce genre d'endroit est limitée à 20 km/h. Donc dans cette zone, je rencontre tout type d'usagers. Oui, réponse A. Est-ce que je klaxonne? Non, réponse D, parce qu'ils sont prioritaires, je n'ai rien à dire. Donc réponse A et D. Question 19. Je viens d'activer l'airbag du siège avant côté passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, sur le siège avant, je peux transporter un bébé de 7 mois dans un siège dos à la route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut savoir que sur la plupart des voitures, des nouvelles voitures, mais attention, certaines, c'est pas possible, vous pouvez désactiver l'airbag du côté passager. D'accord? Comment vous faites? Vous introduisez votre clé de voiture là-dedans, dans ce Neyman ici, et ensuite vous tournez soit sur on, soit sur off, en fonction de ce que vous avez l'intention de faire. D'accord? Si vous le mettez sur on, c'est que là, l'airbag est enclenché. Si vous le mettez sur off, vous avez désenclenché, donc désactivé l'airbag. Ici, on voit que la clé, enfin le trou de clé de serrure est orienté vers off, d'accord? Ça veut dire que là, il est désactivé. Donc l'airbag ne s'enclenchera pas. Ce qui fait que vous pouvez mettre un enfant, un bébé, siège dos à la route, de moins de 7 mois, sans problème, sur l'avant. Donc ici, est-ce que je viens d'activer l'airbag? Là, c'était réponse non, je vous l'avais désactivé, et du coup, c'était oui, je peux mettre un enfant de moins de 7 mois. Donc réponse B et C. Question 20. Cette photographie représente un frein à disque, réponse A, un frein à tambour, réponse B. Alors,
Ici, en fait, c'est un frein à disque. Alors, comment savoir? Bah, c'est comme si, en fait, c'était une roue de vélo, vous savez? On compare ça à une roue de vélo. Et sur le vélo, bah, quand vous freinez, vous savez, vous avez donc la roue, vous avez deux patins là, ici, qui freinent. Ça se resserre, voilà, hop, et puis ça va serrer votre roue, d'accord? Sauf que là, bah, c'est quand même un peu plus important pour une voiture. Les patins, ça suffit pas. Il faut deux gros disques comme ça. Il y en a un ici. Et puis il y en a un de l'autre côté de ce disque-là, qu'on ne voit pas, hein, mais vous avez un système de freinage comme ça. Donc ça, c'est le frein à disque, d'accord? Ça ressemble à un disque. Ensuite, vous avez le freinage à tambour. Alors à pas confondre avec celui-ci. Donc en fait, cette partie-là que vous voyez ici, là, hein, ça, les deux mâchoires qui sont là, donc vous avez un frein ici et un freinage ici. Bon bah ça en fait c'était mis à l'intérieur, donc en fait vous avez votre freinage qui est là, vos freins qui sont ici, ok? Et quand vous allez serrer, et ben ça va pousser les freins, là ça va les écarter, donc ça va les pousser contre cette paroi qui est ici, d'accord? Et donc ça va serrer votre, parce que ça tourne en même temps que la roue, hein? Donc quand vous allez serrer ça, bah ça va ralentir, ça va freiner votre roue, ok? Ça, le freinage est quand même moins efficace avec ce système de frein à tambour. On peut s'imaginer que ça, c'est comme un tambour, hein, d'accord? Donc ça, c'est moins efficace que les freins à disque. Ok? Donc là, ici, sur cette photographie, c'est bien un frein à disque. Réponse A. Je souffre de diabète sévère. Je dois consulter un médecin agréé pour savoir si je suis apte à la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Voilà, alors vous souffrez de diabète, il faut absolument le déclarer à la préfecture, d'accord? Et puis après, il faudra prendre un rendez-vous donc avec un médecin agréé. Vous inquiétez pas, hein, la préfecture elle va vous donner toute la liste des médecins agréés pour passer une visite médicale d'aptitude, d'accord? Voilà, donc là c'était réponse A. Question 22. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc lorsqu'il y a un bouchon, on met les feux de détresse en effet, mais à condition qu'on soit le dernier de la file pour prévenir d'un ralentissement sur l'avant. Là, si on regarde dans le rétroviseur, on voit bien qu'on n'est pas le dernier de la file. Donc mes feux de détresse ne servent plus à rien parce que depuis tout à l'heure, lui, il a la même allure que moi. Donc je ne mets pas mes feux de détresse. Réponse B. Question 23. Juste après le quart, je peux stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter un court instant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc vous avez vu, hein, pour ceux qui ont suivi la formation gratuite, je vous avais dit à l'avance de réviser pour la future série de questions. Je vous avais dit de réviser tout ce qui était stationnement avec une livraison, une histoire de livraison, et de voir les différents stationnements possibles. Alors je vous les mets ici. Il existe des stationnements à place partagée et il existe des stationnements à place réservée. D'accord? Alors quelle est la différence? On va d'abord voir les stationnements à place partagée. Alors, les stationnements à place partagée, vous voyez, en fait, ici, vous avez des pointillés, d'accord? Voilà, donc, contrairement ici, vous avez une ligne continue jaune. Quand ce sont des pointillés comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez le droit de stationner la nuit, de 20h jusqu'à 7h du matin, d'accord? Vous avez aussi le droit de stationner le dimanche, et vous avez aussi le droit de stationner les jours fériés. Pareil, si vous ne savez pas, une petite fiche, hein. Voilà. Ça, voilà, on peut partager avec ceux qui font de la livraison. Ok? Ensuite, quand vous avez ici
Là, une ligne continue jaune, hein, ça veut dire que ce sont des places réservées. Et donc les places réservées, eh ben, elles sont réservées pour eux, pour la livraison, 7 jours sur 7, d'accord? Et 24 heures sur 24. Donc vous ne pouvez pas y aller, ok? Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on reconstate? Eh bien, on a la place qui est réservée. Pourquoi? Parce que la ligne, elle est continue, comme sur ce dessin-là, ici. Donc, juste après le quart, est-ce que je peux stationner? Non. Réponse B. Est-ce que je peux m'arrêter même un court instant? Non, c'est strictement interdit. Question 24. Je circule en sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place tout à gauche pour tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors si on revient en arrière, vous allez voir que sur la droite, il y a bien le panneau circulation avec un cycliste qui arrive en face, d'accord? Vous avez la confirmation avec les marquages au sol qui sont ici, avec les cyclistes qui sont en face, d'accord? Voilà, donc on est bien quand même en sens unique puisque vous avez la ligne continue qui fait toute la largeur de la route avec un panneau stop qui fait bien aussi toute la largeur de la route, ok? Mais vous avez rencontré en chemin les cyclistes qui peuvent arriver dans l'autre sens. Donc quand je vais me placer à gauche, je ne vais pas me placer complètement à gauche, mais je vais m'arrêter ici. En fait, la limite, je vais laisser une voie pour les cyclistes, d'accord? Et moi, je vais m'arrêter dans ce coin-là. Ok? Voilà. Donc, je circule en sens unique. Oui. Réponse A. Est-ce que je me place tout à gauche pour tourner à gauche? Non. Réponse D. Question 25. En consommant de l'alcool, ma vigilance va augmenter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, quand je consomme de l'alcool, oui, la vigilance, elle va diminuer et pas augmenter, d'accord? Même si j'essaie de faire plus attention parce que je sais que j'ai bu, lui, mon cerveau, il est plus capable, c'est physiquement comme ça, hein, c'est tout, il est plus capable d'avoir sa vigilance qui est au même niveau, son taux d'attention qui est au même niveau que si je n'avais pas consommé d'alcool. Donc, en consommant de l'alcool, ma vigilance va augmenter. Non, réponse B. Il faut laisser la plaque visible, oui, réponse A, non, réponse B. Les feux visibles, oui, réponse C, non, réponse D. Ah bah c'est pareil pour ceux qui avaient les documents, les choses, les thèmes à réviser avant les questions. Vous avez vu, en fait, il y avait 2 questions sur les chargements. Je vous ai dit de réviser les chargements. Il y avait la voiture où on n'a pas le droit de dépasser à l'avant et puis les 3 mètres maximum à l'arrière. Et puis vous avez aussi cette question sur les chargements. Je ne sais pas si vous l'avez révisé, mais ça faisait partie des choses à réviser. Alors, pour être en règle, d'accord, lorsqu'un vélo est fixé à l'arrière, il doit surtout pas cacher, hein, même partiellement, hein, même un tout petit peu, les feux qui sont à l'arrière, d'accord? Donc tous ces feux qui sont ici doivent être obligatoirement visibles, d'accord? Sinon on risque de surprendre les usagers qui sont derrière et qui ne savent pas ce qu'on a l'intention de faire. Donc les feux doivent toujours rester visibles. Et c'est pareil, la plaque d'immatriculation doit aussi rester visible en cas de contrôle des forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous faites si c'est pas visible? Eh bien vous rajoutez derrière, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention,
mais il y en a qui mettent une petite plaque comme ça, avec les feux de nouveau sur les côtés, hein, qui sont branchés sur l'attache remorque derrière, et puis la plaque d'immatriculation qui est ici. Et c'est accroché de manière à ce que ceux qui sont derrière puissent voir quand vous freinez, quand vous mettez un clignotant, et la plaque d'immatriculation est aussi visible. Donc là, c'était réponse A et C. Question 27. Avant de conduire mon véhicule, je dois obligatoirement avoir un triangle de présignalisation, réponse A, au moins un gilet rétro-réfléchissant, réponse B, un gilet rétro-réfléchissant par personne, réponse C, une boîte d'ampoule, réponse D. Donc, les accessoires obligatoires, ça c'est à savoir par cœur aussi, donc si vous avez fait une erreur, vous faites une petite fiche. C'est un triangle de présignalisation, obligatoire à avoir dans la voiture, et un gilet haute visibilité. Il faut, le minimum, c'est d'en avoir pour le conducteur, et il doit être à portée du conducteur, d'accord? La boîte d'ampoule, elle, n'est pas obligatoire. Même si vous avez une ampoule qui est défectueuse, c'est-à-dire qui ne fonctionne plus, le conducteur, lui, a l'obligation de remplacer, d'accord, pour continuer à circuler. Mais, c'est bizarre, vous avez obligation de la remplacer, mais vous n'avez pas obligation d'avoir une boîte d'ampoule dans votre voiture. Là, c'est toujours la petite chose qui est un petit peu bizarre. Le gilet réfléchissant, en France, il n'y en a besoin que de un obligatoirement, mais je vous conseille d'en avoir plusieurs. Attention, dans d'autres pays d'Europe, et bien des fois il en faut un par passager, donc faites attention à ça, ou des fois il en faut deux, ça dépend des pays. Donc là-dessus, il faut vous renseigner si vous allez à l'étranger. Par contre, en France, là, c'était le triangle, réponse A, et le gilet, réponse B. Donc A et B. Question 28. Le GPS participe à l'éco-conduite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors le GPS, lui, il permet quoi? De prévoir à l'avance son trajet, d'accord? On peut même sélectionner le trajet, vous savez, le plus adapté en fonction du trafic aussi, par exemple. Et il est même possible sur les GPS de choisir une option pour avoir un trajet plus économique, d'accord? Donc en fonction des trafics et des types de routes. Voilà. Et puis, même s'il peut quand même nous perturber un petit peu notre attention quand on cherche, quand on regarde sur l'écran, ceci dit, il nous aide dans notre trajet. Donc on sait à l'avance où on va aller. Donc on va éviter des freinages inutiles. On va éviter des accélérations inutiles si on sait que dans 200 mètres, il faudra par exemple tourner. D'accord? Donc il participe quand même à l'éco-conduite. D'accord? Donc réponse A. Question 29. L'alcool a notamment pour effet de réduire le champ visuel. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'augmenter la sensibilité à la lumière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'alcool provoque différents symptômes. Ça provoque la réduction du champ visuel, l'endormissement, et ça provoque aussi l'allongement du temps de réaction. Mais en plus de ça, ça augmente la sensibilité à la lumière. La personne elle aura tendance à détourner son regard ou même à fermer les yeux pour éviter un éblouissement. Même si la voiture d'en face est en feu de croisement, elle sera assez vite éblouie. D'accord? Donc là, c'était réponse A et C. Question 30. La pression des pneus se vérifie à froid uniquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une fois tous les 3 mois. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors il est préférable en effet de gonfler les pneus à froid, d'accord? Mais c'est pas une obligation. Si vous avez fait un trajet et puis que vous avez un doute sur votre pression des pneus en cours de trajet, ou si votre station pour faire la pression des pneus est assez loin de là où vous êtes, le pneu va chauffer entre-temps. Et dans ces cas-là, eh bien il faut l'augmenter, la pression il faut l'augmenter par rapport à ce qui est préconisé. Il faut l'augmenter à peu près de 0,2 à 0,3 bar, d'accord? Et la pression, elle se fait pas uniquement une fois tous les 3 mois, mais elle se fait une fois par mois, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que ça va évoluer, s'il fait chaud ou froid, la pression, elle risque de diminuer aussi. Et puis à chaque fois que vous allez vous prendre un trou ou une bosse ou taper un ralentisseur un petit peu fort, et bien il y aura toujours une petite perte d'air du pneu. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on perd régulièrement un petit peu de pression. C'est pas vraiment totalement imperméable un pneu. Donc là, la réponse c'était B et D. Avant de tourner, je cède le passage au cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au piéton. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, j'ai quand même le droit de tourner ici. C'est écrit interdit de tourner à droite, mais ça ne me concerne pas parce que j'ai un panonceau qui me dit que ça ne concerne que ceux qui font plus de 3,5 tonnes. Donc, c'est pas ma catégorie de permis. Donc, ce panneau-là, je l'oublie. Ok? Ensuite, là, on voit un cycliste qui est sur une bande cyclable, d'accord? Et vous avez vu, il n'a pas de stop ni de céder le passage. Et puis, sa bande cyclable, elle ne s'arrête pas. Elle continue. Donc moi, quand je vais tourner, je vais emprunter sa voie pour ensuite pouvoir aller ici. D'accord? Donc je dois le laisser passer, je dois le laisser continuer dans sa voie pour ensuite tourner. Donc avant de tourner, est-ce que je cède le passage au cycliste? Oui, réponse A. Ensuite, le piéton, on voit qu'il est en train de traverser. Là, il est sur le passage piéton, il est en train de traverser la route. Il est donc prioritaire. Ce qui veut dire que je dois laisser passer les deux, le cycliste et le piéton. Donc réponse A et C. Question 32. Dans cette situation, je reste sur cette voie, réponse A. Je change de voie, réponse B. Alors dans cette situation, on voit qu'on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central, d'accord? D'ailleurs, on nous confirme bien qu'on a deux voies pour nous. Là, on a bien deux voies. Et on nous annonce que dans 600 mètres, avec le panneau qui est en dessous, là, il va y avoir une réduction du nombre de voies. C'est-à-dire que là, la voie de droite, elle est arrêtée, il n'y en a plus, et il va falloir emprunter la voie de gauche. Est-ce que je reste sur cette voie-là ou est-ce que je change de voie? Oui, je vais changer de voie. Je suis obligée de changer de voie. Personne ne me dépasse derrière en plus de ça. D'accord? Donc, je vais emprunter la voie de gauche. Donc là, c'était réponse B. Question 33. Dans cette situation, je peux reprendre l'accélérateur, réponse A, garder le pied au-dessus du frein, réponse B, faire un appel de phare, réponse C, klaxonner, réponse D. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo? Le chat s'est mis à traverser. L'enfant a regardé un coup le chat, ensuite il s'est retourné, il m'a regardé, et puis maintenant il regarde de nouveau le chat. D'accord? Donc, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut garder le pied au-dessus du frein. Pourquoi? Parce que faire un appel de phare ou klaxonner, ça ne sert à rien parce que l'enfant m'a déjà vu, d'accord?
Donc il peut très bien, ça reste un enfant, même s'il m'a vu, décider de traverser, par exemple, si c'est son chat, pour aller décider d'aller chercher son chat, de peur qu'il se fasse écraser. D'accord? C'est une solution. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas son chat. D'accord? Mais on ne sait jamais, ça peut peut-être une possibilité. C'est pas parce qu'il m'a vu qu'il est en sécurité et que je suis en sécurité. Ça, toujours bien vous dire sécurité en priorité. D'accord? Donc, c'est pas parce que je vais faire un appel de phare. L'appel de phare, il va peut-être se dire, ah c'est bon, il m'a dit que je pouvais aller chercher mon chat. D'accord? Et l'interprétation de l'appel de phare, elle va pas être forcément la même pour nous que pour l'enfant. J'insiste un peu, j'en parle beaucoup de ça parce que quand vous allez passer en conduite, peut-être que certains ont déjà commencé, vous allez rencontrer ce genre de situation. C'est-à-dire que des fois, vous allez vouloir communiquer avec les autres, mais les autres vont prendre la communication, mais pas dans le même sens que vous. Donc il faut faire attention à ça, d'accord? Vous faites un appel de phare pour lui dire attention, bouge pas. Et puis lui, il se dit ah bah c'est bon, il me fait un appel de phare pour dire bah c'est bon, je t'ai vu, vas-y, va chercher ton chat. D'accord? Donc faites attention à ça. Le klaxon, bah c'est pareil, c'est le même problème que l'appel de phare, et puis alors le chat non plus, lui il risque de paniquer et puis de partir dans tous les sens, donc c'est pas non plus la bonne solution. Reprendre l'accélérateur, vous doutez bien que c'est encore la pire des choses à faire, hein, parce que là on est face à plusieurs zones d'incertitude. Les zones d'incertitude, pareil, il faut apprendre ce terme-là. Les zones d'incertitude, on va y arriver, ce sont les zones où on ne sait pas comment ça peut évoluer, c'est-à-dire que le chat, lui, il peut partir par là, il peut partir par là, ou aller à la porte. Donc tout ça, là, dans les quelques secondes qui va venir, ça va être ça, la zone d'incertitude. L'enfant, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, il peut refaire partir par là, retourner à sa porte, mais il peut aussi aller chercher son chat. Donc ça aussi, c'est la zone d'incertitude. Et moi, ma zone d'incertitude, quand j'arrive, je circule, ça va être ça aussi, sur l'avant. D'accord? Et bien là, vous voyez bien que il y a des zones de rencontre. Et ça, ce sont des zones de danger. Je dois toujours éviter que plusieurs zones d'incertitude ne se croisent. D'accord? Donc, reprendre l'accélérateur, ça va amplifier le problème. Ma zone d'incertitude, plus je roule vite, plus elle va être grande. D'accord? Donc là, je garde le pied au-dessus du frein. Réponse B. Question 34. En attendant les secours, ce blessé se plaint de très fortes douleurs dans le dos. Je l'aide à s'asseoir. Réponse A. Je lui donne à boire. Réponse B. Je le réconforte. Réponse C. Alors, dans tous les cas, hein, même si un blessé se plaint de fortes douleurs au dos, il ne faut jamais bouger ou l'inciter à bouger. Il faut ne jamais bouger le blessé, d'accord? Sauf s'il y a un danger immédiat. Qu'est-ce que c'est qu'un danger immédiat? Par exemple, un risque d'incendie, et là, la situation va s'aggraver. Ou un véhicule qui arrive très très vite et il n'aura pas le temps de freiner et il risque de vous écraser. Évidemment, là, vous allez vous écarter, d'accord? Mais sinon, on évite de bouger un blessé. Et c'est pareil, il ne faut pas lui donner à boire. D'accord? Parce que s'il doit subir une opération, il est nécessaire dans ces cas-là que son estomac soit vide, d'accord? Sinon, ils vont avoir des difficultés pour l'opération, il y aura plus de risques. Donc, ne pas lui donner à boire, c'est pour ça qu'on ne lui donne pas à boire, à cause d'une opération possible. Mais par contre, il faudra le réconforter, par contre, en attendant l'arrivée des secours. C'est la seule chose que vous pouvez faire. N'oubliez pas d'appeler les secours aussi, mais voilà. Donc là, c'est réponse C. Question 35. Un airbag se déclenche automatiquement en cas de choc violent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors c'est exact. L'airbag se déclenche quand il y a un choc violent. Donc par exemple, si le pare-choc a été enfoncé, il y a des petits détecteurs sur les côtés, et donc ça va toucher les détecteurs et ça va déclencher l'airbag. D'accord? Donc là, c'était réponse A. Question 36.
Le permis AM est accessible dès l'âge de 14 ans, réponse A, 15 ans, réponse B, 16 ans, réponse C. Si je me souviens bien, je crois que celle-ci aussi faisait partie des questions que je vous avais dit que vous auriez peut-être. Alors, le brevet de sécurité routière, anciennement c'était le BSR, brevet de sécurité routière. Maintenant ça correspond à la catégorie AM du permis de conduire, d'accord? Alors, il est obligatoire pour conduire un scooter de 50 cm3, d'accord? Ou une voiturette, d'accord, mais avec une vitesse maximale de 45 km/h et une puissance maximum de 6 kWh, d'accord. Et évidemment une cylindrée aussi, maxi de 50 cm3 aussi. Ok, donc ça c'est à savoir par cœur. Ensuite c'est accessible dès l'âge de 14 ans si vous êtes né à partir de 88 ou après. Ok, donc là c'était réponse A à partir de 14 ans. Question 37. Par sécurité, il est préférable de m'écarter du piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, là, vous avez vu, il y a un piéton qui est arrivé sur la droite. Alors, la question c'est, est-ce que je peux m'écarter du piéton pour des raisons de sécurité? Alors, je vais vous remettre la vidéo en arrière et regardez bien ce qui va se passer dans les rétroviseurs si on ne se fait pas dépasser. Donc, je reviens en arrière et regardez à nouveau. Alors là, je pense que vous avez vu, dans le rétroviseur, il y a eu un motard qui est arrivé. Donc là, le motard, il est certainement dans mon angle mort, il est sur ma gauche. Alors si je m'écarte pour éviter le risque avec lui, je vais certainement percuter le motard qui est sur ma gauche. Donc j'ai deux dangers immédiats, deux zones de rencontre qui risquent de se croiser. Il y a la zone d'incertitude du piéton qui risque de s'avancer, mais il y a aussi ma zone d'incertitude quand je vais m'écarter pour éviter ce piéton. En m'écartant, je vais peut-être éviter le piéton, mais je vais percuter le motard qui me dépasse sur la gauche. Donc la seule solution que j'ai dans ce cas-là, parce que si j'évite un accident pour en provoquer un autre de l'autre côté, il n'y a aucun intérêt. La seule solution que j'ai dans ce cas-là, c'est de freiner. Donc est-ce qu'il est préférable de m'écarter du piéton? Non, il ne faut pas s'écarter du piéton. Donc là, c'était réponse B. C'était le petit piège, il fallait bien regarder dans les rétroviseurs. Question 38. Choisir de circuler à vélo permet de moins subir les aléas de la circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'éviter les problèmes de stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le vélo est le moyen idéal pour se déplacer en ville, d'accord. En règle générale, on met même moins de temps à circuler en vélo qu'en voiture, parce qu'on est beaucoup moins confronté justement à tous les problèmes de circulation. Maintenant, on a de plus en plus de voies réservées, voire même de pistes réservées. Donc choisir de circuler à vélo, oui, ça évite de moins subir les aléas de la circulation, d'accord? Et ça, vous en doutez, je pense que tout le monde a bon sur celle-ci. En effet, ça permet d'éviter les problèmes de stationnement. Donc c'était réponse A et C. Question 39. Pour ajouter du liquide lave-glace, je dévisse le bouchon. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. D, réponse D.
Donc là, sur le A, c'est pour le liquide, la glace. Ensuite, pour le B, c'est tout ce qui est liquide de refroidissement. Quand vous avez une petite température comme ça, c'est le liquide de refroidissement. Pourquoi vous avez le petit panneau attention danger? C'est parce qu'il ne faut surtout pas ouvrir à chaud, d'accord? Ensuite, vous avez le C. Donc ça, c'est le petit symbole voilà, du freinage, d'accord? Donc ici, surtout à faire par un professionnel. C'est pour ça que vous avez le petit symbole danger aussi. Et ensuite, vous avez le bouchon D, là, qui indique le remplissage d'huile moteur. D'accord? Vous avez la petite tige métallique pour vérifier le niveau. Hein. Souvent, c'est une petite tige, hop, que vous avez avec un petit crochet pour pouvoir la tirer. Et sur la petite tige, vous avez hop, un petit crochet comme ça, un crochet comme ça. Voilà. Ici, souvent, c'est écrit maximum et là, minimum. Et vous, votre niveau d'huile, il doit se situer dans ces deux zones-là. D'accord? Quand vous tirez la tige. Donc là, c'était réponse A. L'essuie-glace, c'est ici. Question 40. Je peux circuler avec les feux de position accompagnés des feux de brouillard avant. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Donc avant de vous donner l'explication, n'oubliez pas hein, que je vous ai proposé une petite formation justement pour vous donner des astuces pour bien progresser rapidement. Et en plus dans cette formation, à chaque fois je vous mettrai les petits thèmes, donc ça c'est le petit bonus, hein. Je vous mettrai les petits thèmes sur lesquels il faudra réviser pour la série de questions sur YouTube suivante, d'accord? Donc ça vous permet de travailler en amont les petites choses qui seront peut-être pas forcément évidentes, et de les apprendre à l'avance et de confirmer au moment de la question, savoir si vous savez bien cette fiche-là ou pas. D'accord? Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation qui est gratuite pour vous allez juste en dessous de la vidéo dans les explications et vous verrez qu'il y a le lien que je vous partage pour pouvoir y accéder. Voilà. Alors, concernant cette photo, on voit que nous sommes en agglomération. Ici, là. Donc, la règle, c'est en agglomération, qu'est-ce qu'on peut mettre? Et quand on est en agglomération éclairée comme ici, hein, on voit les lampadaires d'allumés, on a le droit de mettre deux choses possibles. On a le droit de mettre les feux de position, qui eux servent seulement à être vus, hein, d'accord? Et on a aussi le droit de mettre les feux de croisement. Les feux de route, eux, ne sont pas autorisés parce qu'il y a des lampadaires d'allumés. On peut les mettre n'importe où, hein, d'accord? Mais à condition qu'il n'y ait pas d'éclairage et personne en face. Là, c'est pas le cas, donc je ne peux pas mettre les feux de route. Ok? Les feux de brouillard avant, c'est seulement s'il y a du brouillard, de la neige, de la pluie, c'est pas le cas, d'accord? Ou sur une route étroite et sinueuse en complément des feux de route. Donc ce n'est pas le cas non plus. Donc je ne peux pas mettre mes feux de position accompagnés des feux de brouillard avant. Les feux de position uniquement, oui, mais là je n'ai pas à mettre mes feux de brouillard avant. Donc c'était réponse B.